Montagne noire, j'ai trouvé le bonheur, la belle vie sans histoire, avec l'amour de mon cœur, loin de tous les connards, les bobos et les frimeurs, qui vous cherchent des proue, vous poussent dans le trou où ils sont tombés. Ici c'est pas pareil, faire sa place au soleil, c'est pas compliqué. Au moins on peut rassurer les gens là-dessus, c'est pas les petits qui vont être les plus malades et qui vont courir des risques plus importants. Donc, vous, en tout cas, vous n'auriez pas d'état d'âme. Je ne sais pas à quel âge ont vos enfants, mais s'il fallait les renvoyer à l'école. Les enfants, ils ne vont plus à l'école. Vous n'auriez plus d'état d'âme. Petits-enfants, alors, peut-être. Les petits-enfants, oui, donc je ne suis pas inquiet, mais ça ne veut pas dire que ma fille ne le soit pas. Mais moi, je ne serais pas inquiet, voilà. Je ne serais pas inquiet, mais s'il se passe quelque chose, rien n'empêche de changer d'avis. Donc, si vous voulez, c'est difficile, encore une fois, parce que le processus décisionnel, le processus de la décision est très lent, très complexe. Encore une fois, tout le monde, je le sais bien, au niveau des ministères, au niveau de tout le monde donne son avis, et donc la décision politique, c'est très difficile, et c'est long, et c'est complexe, si vous voulez. Et donc, on a l'impression que c'est quand vous avez cet énorme porte-avions, c'est le cas de le dire, vous voyez, a pris une direction, pour lui faire changer de direction, c'est compliqué. Pourtant, c'est assez simple dans notre situation. Sur les enfants, il y a une alerte qui a été lancée en Grande-Bretagne et en Île-de-France. Un petit nombre d'enfants, une vingtaine en région parisienne, entre 2 et 10 ans, qui présentent des syndromes graves, des douleurs abdominales aiguës, des troubles gastro-intestinaux, une inflammation cardiaque qui ressemble à une myocardite. Ça pourrait être, dit notamment les autorités de santé Grande-Bretagne, une complication du coronavirus. Est-ce qu'il faut prendre ce genre d'alerte au sérieux ? Si vous voulez, les alertes, c'est les alertes, hein, c'est votre truc, c'est pas le mien. Hein. Globalement, les myocardites, qui sont des inflammations du cœur, sont des complications qu'on observe dans les maladies virales en général. Elles sont plus fréquentes dans ce qu'ont rapporté les Chinois que ce que nous avons vu, nous. On a vu très très peu de myocardites. C'est une des causes de complications des infections virales respiratoires. Mais chez les petits-enfants ? Chez tout le monde. Dans les grippes, ça tue. Les myocardites tuent dans les grippes. Hein. N'oubliez pas, pour l'instant, la grippe a tué beaucoup plus d'enfants que ce que a tué le coronavirus. Hein. Donc la grippe tue. Mais c'est vrai qu'il y a des myocardites. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on est très attentifs aux myocardites, parce que s'il y a une myocardite qui meurt, si par malheur on lui a donné de l'hydroxychloroquine avant, on va dire que c'est l'hydroxychloroquine. Donc on est très attentif à ce qu'on ne foute pas sur le dos de l'hydroxychloroquine le fait qu'il y avait des myocardites. Donc il y a des myocardites dans cette maladie, il faut les surveiller, il faut être attentif. Les myocardites, il y a des gens qui meurent de myocardites. Je voudrais quand même vous entendre sur cette étude américaine qui avait été dévoilée le 21 avril dernier, qui affirmait avoir traité différemment 3 groupes de malades et que celui traité à l'hydroxychloroquine aurait davantage eu de mortalité que d'autres. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est appuyé sur cette étude, l'a citée dans l'hémicycle, et vous dites que cette étude, c'est des fake news, que c'est de la chasse aux sorcières. Comment on s'y retrouve ? Qui croire ? Moi, si vous voulez, je discute pas avec les uns et les autres. La place publique, moi, je sais lire. Si vous voulez, j'ai fait une étude métagénomique. Il ne sait pas lire, le ministre de la Santé ? Pas ça, c'est pas son métier. Mais vous entendez pas les critiques pour le coup, l'étude américaine, elle a été faite par des médecins. Est-ce que vous entendez Non, mais ces c'est pas, pour l'instant, c'est pas une étude publiée, c'est un préprint qui est moderne, ce que nous, on utilise aussi, c'est-à-dire que vous balancez sur un site une étude qui n'a été évaluée par personne. Et ensuite, vous avez les commentaires sur cette étude. Donc, si vous étiez une scientifique, vous regarderez, on a fait un commentaire, nous, extrêmement sévère sur cette étude. Ça n'est pas du tout une étude qui a été faite, là aussi, c'est une évolution technique. C'est de la saisie de données. C'est pas des médecins qui ont prescrit ça. Ils ont pris dans les hôpitaux de vétérans des données et il leur manquait le moment où on le prescrivait. Si vous prescrivez ça 48 heures avant la mort prévisible de quelqu'un, bien entendu, c'est pas pareil. Il y a une donnée qui était une donnée très très intéressante qui était dans leur travail, qui est le facteur prédictif de la mort. C'est la baisse de cellules qu'on a dans le sang, qui s'appelle les lymphocytes. Quand vous avez moins de 500 lymphocytes, la chance, le risque de mortalité est colossal. Et là, pratiquement, la mortalité était entièrement parallèle de la proportion de gens qui avaient des lymphocytes très bas, quel que soit le traitement.
Donc on voyait bien que ce n'était pas le traitement qui avait modifié ça. Et ensuite, leur mortalité, c'est des choses qu'on ne voit jamais en France. Ils avaient des groupes de mortalité de 27%. Donc on ne sait même pas ce que c'est, cette mortalité. Il y a 2 autres traitements qui ont été évoqués récemment, notamment le tocilizumab, un anticorps monoclonal dont l'APHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, affirme, je le cite, qu'il améliore significativement le pronostic des patients avec pneumonie Covid moyenne ou sévère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce traitement ? La plupart des gens au monde actuellement, quand ils veulent éviter que vous soyez contaminé, quand vous êtes exposé au Covid, disent c'est l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Il y a des millions, peut-être des centaines de millions de gens qui reçoivent ça. D'accord ? C'est la raison pour laquelle il apparaît, on verra bien, mais en tout cas on a des données préliminaires en Italie sur le fait que les gens qui ont un lupus, ou les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont beaucoup moins de Covid. Parce qu'ils étaient déjà traités ? Parce qu'ils prennent du Plaquenil. Et donc, là, c'est ce que je lisais avant que vous arriviez, je n'ai pas fait exprès, il y avait un papier dans la nature dans lequel ils multiplient ça en Inde, ils multiplient ça en trucs de préventif. Donc ça, c'est la première période. C'est la première partie. Après, une fois, la même question se pose une fois que vous avez été exposé, pour éviter que le virus se multiplie. Alors, on parle de début de maladie. Donc le premier s'appelle prophylaxie, le deuxième s'appelle la prévention. Donc quand vous êtes là, vous êtes après exposition. Il y a une vraie question. Donc la question, c'est une question qui se pose actuellement. Est-ce qu'il faut donner ou est-ce qu'il ne faut pas donner ? Pareil, l'hydroxychloroquine, la chloroquine, c'est des médicaments qui ne sont pas dangereux. C'est une vraie question à laquelle il faut qu'il y ait des études qui répondent. Vous savez que c'est ça. Vous y avez répondu dans les faits, vous l'avez prescrit. Non. Nous, on a testé que des gens positifs. Donc ça, c'est avant, c'est par la période d'incubation, entre le moment où vous êtes exposé et le moment où vous êtes malade, que vous soyez symptomatique ou pas. Après, la question, c'est quand vous êtes porteur du virus, qu'on détecte le virus, à ce moment-là, au début, la seule question, c'est le virus. Donc il faut donner quelque chose qui marche contre le virus. Et quelque chose qui marche contre le virus et qui ne soit pas dangereux, qui soit anodin. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est excité contre l'hydroxychloroquine, parce que c'était les choses qu'on pouvait donner, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui sont des traitements tellement banals qu'on peut donner ça, on connaît leur activité. Ça, c'est le début, c'est-à-dire vous faites une forme qui n'est pas très grave et qui est modérée. Vous en êtes là. Et là, il y a du virus, on le mesure, il peut y avoir des quantités très très importantes. Et puis arrive, si vous n'êtes pas traité, il y a un certain nombre de gens qui vont guérir tout seuls, même si vous n'êtes pas traité. Et puis il y a des gens qui ne vont pas guérir tout seuls et qui vont faire des formes graves. En particulier, il y a une population qui est surreprésentée dans les formes graves, qui sont les hommes, âgés et qui ont des pathologies par ailleurs, l'hypertension, le diabète, etc. Ceux-là ont plus de risques de faire des formes graves. Et quand ils arrivent à ce stade de forme grave, et en particulier ceux qui sont en réanimation, à la fin de la réanimation, ils n'ont pratiquement plus de virus. Et ce qu'ils ont, leur problème, c'est la réaction que nous avons, nous, contre le virus. La bataille contre le virus, c'est ce qui devient dangereux. Et à ce stade-là, les traitements sont des traitements qu'il faut mettre contre l'immunité. C'est là qu'intervient le tocilizumab. C'est là qu'il intervient, mais c'est là que l'hydroxychloroquine revient aussi, parce que bien sûr c'est un modulateur de l'immunité, puisque jusqu'à présent on l'utilisait pour les gens qui ont des maladies immunologiques et inflammatoires. C'est le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires. Donc c'est pour ça que l'hydroxychloroquine a un rôle au début et à la fin. Oui. Et l'advoralimab, qui est également testé. Oui, c'est bien sûr. Vous dites pourquoi pas. Oui, et puis pour vous dire la vérité, les gens l'utilisent bien avant d'avoir eu le droit de l'utiliser, comme le truc. Dans les réanimations, ils les ont utilisés, ils ont des résultats en disant, écoutez, ça améliore les gens. Et donc, il y a les anti-IL1, les anti-IL6 qui ont été utilisés, là aussi hors AMM, parce que les médecins des réanimations sont des médecins aussi. Et si on leur dit, écoutez, vous n'avez pas encore l'autorisation de le faire, ils disent, à la fin, j'en ai marre, je veux pas qu'ils meurent. Vous avez parlé des polémiques, vous avez parlé des réactions inouïes. Pour reprendre votre mot, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, Didier Raoult. Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions ? Non, pas du tout, puis je m'en fiche, honnêtement. Vous vous en fichez ? Vous avez joué un peu de ça, non ? Pas du tout. Non, mais vous croyez vraiment que je joue ? Enfin, vous n'êtes pas lucide. Votre look, on a beaucoup parlé de votre look de rocker. Ça n'a rien à voir ? C'est juste un hasard ? Non, mais écoutez, moi, d'abord, vous savez, je suis celui qui me voit le plus souvent avec ma femme. Donc, ce qui est bien, c'est que ma femme soit contente. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que je porte la barbe, parce que je me rase pas l'été. Enfin, elle m'a dit, mais garde la barbe, ça te va très bien. Donc, les cheveux ? Plus, ça cache les rides, vous savez, la barbe. Je sais pas comment les femmes ont besoin de se faire tirer pour pas qu'on voit les rides du cou. Est-ce que les hommes, il suffit de leur porter la barbe. C'est votre lifting à vous, en fait, la barbe. C'est une espèce de lifting. Oui, il y a beaucoup de... C'est quand même, la barbe, c'est très à la mode. Je suis pas trop...
là-bas. finalement, en fait. Oui, je fais pas exprès, hein. Mais en tout cas, voilà, quand aux cheveux longs, écoutez, mon père portait déjà, je était général, ça n'empâtait pas au même âge que moi, il a les cheveux longs, c'est comme ça, j'en vais chercher midi à 14h. Puis ce qu'on pense de moi, vous savez, je m'en fous, moi j'ai pas de problème. Ce qu'on pense de vous, mais votre père, Quoi, mon père? qu'est-ce qu'il penserait de vous? Oh, écoutez, on serait d'accord. On serait d'accord. Il a pris beaucoup de risques, bien plus que moi. Mes ancêtres ont pris des risques colossaux pendant la guerre, des risques inouïs. Donc, même les gens qui ont le sentiment que je prenne des risques, je trouve que c'est un peu ridicule par rapport aux risques qu'ont eu ma famille. Au contraire, j'avais un peu honte de ne pas avoir pris de risques comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Vous vous êtes rattrapé, là? Oui, j'ai pas eu le sentiment. C'est plus les gens de l'extérieur qui ont l'impression que je mène une vie très risquée. Moi, je le sens pas comme ça. Voilà. Votre bague, on la voit pas là, vous êtes caché, mais... On a beaucoup parlé de votre bague tête de mort qu'on voit sur toutes les images de vous. Oui, mais écoutez, là aussi, vous savez, la tête de mort, c'est le symbole de la vanité de la vie, le fait qu'on n'est que des hommes et qu'on meurt à la fin. Voilà, c'est la lucidité, c'est le principe de la lucidité, la tête de mort. Mais vous accepteriez les honneurs, la Légion d'honneur, par exemple? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai. D'ailleurs, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur. Je suis très fier. Ça, c'est une fierté, quand même. Oui, ben je m'inscris dans mon pays. Il est très, de temps en temps, il est étrange, mais j'adore mon pays. Je suis très content d'être ici. Je connais ces bizarreries, j'ai pas de problème avec mon pays. Si j'avais dû émigrer, j'aurais émigré depuis bien longtemps. Il y avait un autre honneur, le comité scientifique. Vous y avez été nommé, vous l'avez quitté, pourquoi? Écoutez, c'était pas mon écosystème, je peux pas vous dire plus, mais pas du tout, voilà. Donc j'étais pas à l'aise avec les gens qui étaient là. Oui, mais après, c'est un peu facile de dire qu'on est seul contre tous, si on va pas avec les autres. Mais je suis pas du tout seul contre tous, mais vous rêvez, c'est un truc, là, vous me prenez pour Robin des Bois, mais vous rêvez, enfin, je suis pas seul contre tous. Encore une fois, vous voulez qu'il y ait plus que ça, il y a plus de la moitié des médecins qui sont, si vous demandez à la population s'ils sont contre moi, vous rêvez, enfin, je pense que vous n'êtes pas lucide. Donc, je ne parle moi, pas de la population, là, mais simplement ce que vous disiez par rapport aux autorités. Non, mais vis-à-vis des autorités, moi, j'ai pas de problème non plus. Enfin, je vous dis honnêtement, le président de la République, je ne me trouve pas seul contre nous. Le président de la République est venu ici voir ce qu'on faisait. Je pense qu'il a été convaincu au moins que l'Institut hospitalier universitaire était une grande réussite pour le pays et que c'était bien. Il m'a écrit un très gentil mot pour me dire qu'il avait été très heureux et qu'il souhaitait qu'on garde le contact et qu'on discute de ça. Vous n'avez pas des regrets, peut-être d'avoir été pris pour un autre ou de vous être adressé directement aux Français, les avoir fait peut-être un peu trop rêver, penser que c'était pas grave tout ça? Non, mais je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas. Moi, j'ai passé mon temps à dire ce que moi, je suis pas comme vous. Moi, je rapporte les données que j'ai, moi, que je transmets. Je pense à la même chose. Je dis la même chose depuis le départ. C'est-à-dire que les maladies infectieuses, vous savez, il faut les diagnostiquer, les isoler quand ils sont contagieux, les traiter. Je pense ça, je le pensais. Alors ça, j'ai pas changé d'avis depuis bien longtemps. Je pense ça. Et quant au reste, si vous voulez, moi, je rentre pas dans l'espèce de folie terrifiante. Je pense qu'il faut pas le faire. Peut-être que la meilleure manière de pouvoir transformer cette façon de prendre des décisions, ce serait de devenir soi-même ministre? Non, mais c'est pas possible. On peut pas jouer au ministre. C'est pas possible. La politique, pour moi, c'est un métier maintenant. C'est encore une fois, moi j'ai vu les malheureux qui arrivent là, ils choisissent pas leur cabinet, ils choisissent pas leur directeur. Ils ont un environnement qui est déjà entièrement constitué, leur degré de liberté, puis la capacité de décision dans nos vieux pays prudents. Est très difficile. Si vous voulez faire une loi, il faut passer au Parlement, puis au Sénat, parfois repasser au Parlement, puis le Conseil d'État. Et sur la suite et sur les inquiétudes des Français, vous, les semaines, les mois qui viennent, vous êtes pessimiste ou optimiste? En principe, les épidémies, la plupart des épidémies ont une forme en cloche, qu'on a l'air d'être à la fin de la cloche, ça ressemble à ça, et que donc pour la contagiosité de cette maladie, on a l'impression que les choses sont en train de se calmer, comme on pouvait penser, c'était une des hypothèses vraisemblables, qu'elles se calmeraient au printemps, voilà, parce que ça arrive assez souvent quand même. Et la deuxième chose, c'est plus, effectivement, je suis plus attentif, moins aux histoires ponctuelles que vous racontez, que de savoir s'il va y avoir des séquelles de cette infection. Et ça, on le sait mal, on ne le sait pas, c'est une maladie nouvelle et qu'on ne connaît pas encore cet aspect-là. Est-ce qu'il y a un aspect que l'on ne connaît pas de séquelles après cet épisode immunitaire? Vous voyez, il y a une phase avant, puis il y a une phase virale, et puis il y a une phase virus et immunité, et puis il y a une phase immunité et plus virus. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Ça, c'est une question qui, pour l'instant, n'est pas claire dans mon esprit. Merci beaucoup. On n'en est pas là. Merci Didier Raoult de nous avoir reçus dans votre bureau ici à Marseille. Très bien. Got the Henny in the cold. Smoke on Reggie.
it's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like 365.